Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Conseil. Bonjour. Bonjour Valérie. Jonas bonjour Haddad, vous êtes avocat. Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Valérie. Président de Tancan Paris, c'est une agence de communication. Vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et vous venez de publier Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Benjamin Cauchier est avec nous également, chef d'entreprise. Bonjour à vous. On va évidemment parler de... Pardon ? Bonjour depuis l'Occitanie. Très bien. Vous avez beau temps en Occitanie ? Oh non, là je vous mentirais, la pluie est présente, malheureusement. Nous il faisait beau. Voilà, donc absolument. On va parler de Gaza, oui, indirectement avec Sciences Po, avec ce qui s'est passé vendredi, 200 étudiants qui étaient mobilisés et qui ont manifesté pour Gaza. Sciences Po a accepté de ne pas sanctionner ces étudiants. On va parler également de cette adolescente de 15 ans poignardée à Châteauroux. Macron vendredi prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne. J'ai vu ce matin qu'il était déçu dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui n'a pas eu plus de retours sur sa conférence. Il y a eu un petit sondage, on va en parler dans un instant. On va commencer avec vous, Jonas. C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour tous les Normands et tous les Franciliens qui utilisent la 13 au quotidien. Vous savez, cette autoroute qui relie notamment les Yvelines, Paris, la Normandie. Et qui tous les jours sont obligés de payer maintenant plus cher en passant notamment par l'A14, qui sont obligés de faire des détours incroyables. Cette fermeture qui est due à une fissure sur la route fait que des milliers de personnes qui travaillent ou qui ont des sujets familiaux galèrent tous les jours. Et ce qui m'a rendu fou, c'est ce week-end, David Béliard, qui est adjoint au maire à la ville de Paris, qui était en train de s'enthousiasmer du fait qu'il y avait quelques joggeurs et quelques cyclistes qui s'étaient emparés de la 13. En disant, vous voyez, dès qu'on retire les voitures, les piétons redécouvrent l'espace. C'est vraiment l'égoïsme bobo, c'est-à-dire que cette personne pense que tout le monde peut vivre comme si on était dans le centre de Paris, comme si notre pays n'avait pas besoin de camions pour aller livrer des choses, comme si notre pays n'avait pas besoin de travailleurs qui vont tous les matins travailler. C'est cet égoïsme qui consiste à vivre enfermé dans des villes et considérer que le reste du pays doit vivre à l'heure parisienne. Deuxièmement, c'est vraiment, si vous voulez, une forme de quasiment de mépris de classe, je pense, pour les gens qui doivent tous les matins se lever et qui le subir. Et donc, moi, j'ai lancé une pétition. D'ailleurs, je mettrai peut-être le lien sur les réseaux sociaux, sur change.org pour rendre l'A14 gratuite pendant le moment dans lequel la 13 n'est pas disponible. Alors, rendre l'A14 gratuite, ce serait comment ? Ce serait très simple, c'est de demander à l'État, puisque c'est sur une parcelle qui n'est pas dans la concession, de compenser les sociétés d'autoroutes pour faire en sorte que les gens puissent gratuitement se déplacer. Parce que, encore une fois, comme je le dis souvent, Paris, c'est pas juste Paris, c'est le poumon économique de la France, et donc tout autour, si vous voulez, sur le côté ouest de l'autoroute, on a des gens qui galèrent tous les matins, et je pense que certains d'ailleurs nous écoutent ce matin, et je veux leur dire que politiquement il faut qu'on apporte des solutions à ça. C'est également le cas d'Hervé Morin qui a proposé qu'on rende gratuite cette autoroute, et il faut le faire parce qu'on a eu l'info ce week-end que finalement ça ne sera pas le 1er mai. Vous imaginez un des plus grands axes autoroutiers de France qui est fermé comme ça depuis des semaines. Voilà, donc coup de gueule contre évidemment David Béliard, coup de gueule contre ceux qui ne font pas le nécessaire pour que l'autoroute soit ouverte, et puis coup de cœur pour tous ceux qui galèrent tous les matins, et on leur apporte plein de soutien. Alors il a répondu, je ne sais pas si vous a répondu parce que vous avez tweeté, mais une femme sur Twitter, enfin sur X, lui dit votre proposition est donc de transformer la 13 en voie piétonne et cyclable. Comment pouvez-vous être à ce point déconnecté ? Et il dit beaucoup de Franciliennes et de Franciliens n'ont malheureusement pas d'autre choix que de prendre leur voiture et d'utiliser la 13 tant vous et votre majorité régionale n'êtes pas capable d'offrir des transports en commun de qualité, toujours plus chers, toujours moins bons, avec votre entêtement à les privatiser chaque jour, vous les dégradez, etc. Donc il renvoie la faute aux transports en commun. Juste rappeler à David Béliard qu'au-delà peut-être du mauvais fonctionnement des transports, certaines personnes à mobilité réduite, avec des enfants, avec des paquets, avec des livraisons, ne peuvent pas faire autrement que de se servir de leur voiture.
sûr, et ce qui se passe dans Paris en ce moment, c'est que Paris est en train de se vider parce qu'on ne peut plus circuler. Alors vous allez me dire, prenez le métro, prenez le train, prenez le bus, sauf que, effectivement, c'est pas toujours possible. Mais au-delà, sa réponse démontre bien que cette personne vit dans son monde. Il parle des Franciliens. Je vous le redis, c'est-à-dire que l'autoroute A13, dans la tête des gens, c'est surtout l'autoroute aussi des Normands. Tous les gens qui vont, que ce soit en week-end en Normandie ou alors les Normands qui vont travailler tous les matins, ça ne dépend absolument pas des transports en commun de la région Île-de-France. Ces gens-là, je me demande, enfin si je sais où ils vivent, mais c'est sur une autre planète que nous. Alors, vous voulez réagir ? J'ai entendu mépris de classe. Moi, je trouve que c'est mépris tout court, mépris de la population, mépris de la réalité de la vie économique, familiale. Voilà, c'est du grand mépris, du n'importe quoi. Effectivement, si on supprime les voitures, il y a de la place pour les vélos. Si on supprime les imbéciles, il y a de la place pour les gens intelligents. Non, mais en fait, je pense qu'on a la preuve que David Béliard et ses amis ne sont pas du tout représentatifs, en réalité. Alors certes, ils ont été élus démocratiquement, mais on rappelle le contexte des élections de 2020 avec un taux de participation extrêmement faible et la mairie de Paris dans son ensemble et surtout les alliés Europe Écologie ont tendance à faire du dogmatisme pur, on le voit. Il y avait déjà eu, pour rebondir sur l'idée de mépris de classe avancée par Jonas Haddad, la question de la vignette pour les véhicules qui pouvaient pas rentrer. Donc en gros, on est déjà une famille qui est virée, ni plus ni moins du centre de Paris parce qu'il y a une pression immobilière folle, le prix du mètre carré est trop cher. On est obligé de partir à 20 ou 30 km de Paris et en plus, on n'est pas le bienvenu quand on veut venir dans Paris. Donc oui, c'est effectivement un mépris de classe, une déconnexion totale pour une immense majorité de Franciliens qui ont envie de pouvoir circuler facilement et le contexte est déjà compliqué. Mais alors, ceci dit, là où M. Béliard a je n'ai pas raison, mais il y a un vrai sujet sur les transports en commun et sur la qualité et l'effectivité des transports en commun. Ça ne vous aura pas échappé que le plan de circulation de la RATP a été dévoilé notamment pour les Jeux Olympiques avec la fermeture de 2 stations. Alors là, c'est très parisiano-parisien. Je suis désolé pour nos auditeurs de région. Je vais faire juste 2 secondes là-dessus. 2 stations qui sont très très importantes à Paris, Concorde, Champs-Élysées, Clémenceau et Tuileries, je crois. Certaines vont être fermées à partir de mi-mai, c'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, 4 mois, elles vont être fermées. Quasiment 4 mois, elles vont être fermées. Et c'est déjà que ça circule mal pour prendre les transports le matin. On va arriver à un système totalement englué sur l'ensemble de la région parisienne et au-delà. Mais juste un mot encore sur la 13. Un auditeur me dit coup de gueule envers ce gouvernement qui taxe et n'entretient pas son réseau routier, pas de prévention mais des taxes. J'avais fait ce coup de gueule moi la semaine dernière en disant on découvre que cette autoroute, en fait, que cette portion était dans un état extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui entretient, il n'y a personne qui se dit tiens, là il faudrait peut-être réparer avant qu'on soit obligé de fermer complètement. Je pense que c'est la question centrale comme dans les services publics. Tous les gens se posent la question, mais je vais être un peu vulgaire, mais où va mon pognon ? C'est-à-dire qu'en permanence, les péages sont augmentés, et parce qu'il y a des coûts qui augmentent. Et donc, l'attente légitime de ceux qui sont les utilisateurs, c'est de dire j'en veux pour mon pognon. Et là, on n'en a plus pour notre pognon. Et c'est ça qui devient grave, à la fois dans les services publics comme sur les autoroutes. Ceci dit, juste pour rebondir, mais c'est pas le sujet, parce qu'il nous faudrait 1 heure pour parler de ça. Il y a quand même la question de la vente des autoroutes en 2005 par le gouvernement Villepin à l'époque. Il y a quand même quelques zones d'ombre sur le sujet. Ça fait partie, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur la question nucléaire, de la souveraineté et une partie de la souveraineté du peuple français. Je pense que la question des autoroutes, c'est un sujet assez opaque qu'il faudrait un jour étudier profondément la façon dont les concessions ont été réalisées. Benjamin ? Oui, je pense que la partie qui a été endommagée sur la 13 est une partie qui n'est pas gérée par une concession privée autoroutière, c'est une partie de l'État. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire, j'apprécie cette idée de pétition et de gratuité. C'est toujours sympa de demander la gratuité. Bon, derrière, finalement, c'est le contribuable qui paiera cette absence d'entretien par l'État. Moi, je serais plutôt tenté de dire, mais cette portion d'autoroute d'A13, autant la concéder également à une entreprise autoroutière qui, pour le coup, pour garder ses agréments et sa rentabilité, fera attention à l'état de la voirie, puisque j'ai le sentiment que parfois les entreprises ont un sens de l'éthique plus abouti que nos responsables politiques qui n'ont que des objectifs de moyens, alors que dans une entreprise, on a des objectifs de résultats. Voilà. Alors vous demandez où passe le pognon, peut-être aussi dans les compensations qu'ont obtenues à la fois les contrôleurs de train ou les aiguilleurs du ciel. Ce matin, je vous conseille la lecture des Échos. Vous savez, la grève des contrôleurs aériens a été annulée en dernière minute et on ne nous a pas
expliquer les tenants et les aboutissants. Les Échos, bien informés, nous apprennent que vous avez aimé les primes des contrôleurs SNCF, vous allez aimer celles des contrôleurs aériens qui vont toucher des hausses de salaire de 226 € par mois à 1 000 € par mois, avec une augmentation de 1 500 € par mois sur 4 ans. Et puis 18 jours de récupération supplémentaires s'ajoutant aux 39 jours de congé annuel, à savoir qu'ils travaillent 32 heures par jour. Alors, c'est vrai que c'est un travail certainement éprouvant. Par semaine peut-être. Oui, je dis par mois, oui, par semaine. Par jour. Ça me paraît beaucoup. N'exagérons rien. 32 heures par semaine, mais c'était énorme ce qui leur a été accordé. En fait, comme on voit bien 1 500 € par mois sur 4 ans, enfin c'est beaucoup. Non, mais comme on voit bien qu'au niveau de l'État, plus rien n'est tenu et que le déficit est en train d'exploser, on a l'impression que chaque catégorie se dit je vais aller tenter de récupérer ce qui reste un petit peu de l'État pour récupérer mon petit chèque. Et donc en fait, le gouvernement, dans une forme de fuite en avant, se dit en fait, c'est un gouvernement qui colmate en permanence les brèches. Et donc il envoie un petit chèque pour fermer un trou. Mais ces petits chèques, effectivement, j'aime bien cette expression. On avait là le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, et là depuis quelques mois, comme on voit que le gouvernement galère à trouver des sujets pour la réforme, c'est le n'importe quoi qu'il en coûte, quoi. Ouais, mais vous avez la justification du ministre des Transports. Cet accord est gagnant-gagnant pour les usagers parce que demain, les pics d'affluence seront mieux traités. On va gagner probablement 1 million de minutes de retard. Je ne vois pas en quoi le fait d'augmenter, il faudrait m'expliquer la logique, d'augmenter les contrôleurs aériens va améliorer la qualité peut-être les modifications d'organisation, je ne sais pas. Mais non Valérie, vous n'avez rien compris. Non, dites-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on ne sera plus soumis au chantage, le service va fonctionner. Et dans ce sens-là, évidemment, les utilisateurs vont être gagnants. Le service va fonctionner, on ne sera plus soumis au chantage et au du blocage. Alors, s'il nous explique des contrôleurs aériens qui vont connaître des modifications de leur organisation, demain on va les appeler la veille pour aller travailler, explique le ministre des Transports. On va modifier leur planning de congé, on va tout modifier. Ils ne devraient pas avoir la rémunération d'une productivité plus forte, c'est totalement légitime. Voilà. On va marquer une pause et non, on a encore une petite minute, mais c'est compliqué. Si moi j'avais une remarque à faire, vous savez que Paris Match, il y a 15 jours, a publié un article sur les violences sexuelles et les sexistes et sexuelles à l'hôpital. Et là, d'un seul coup, c'est panique à bord. Il faut qu'un article comme celui qui a été fait avec l'interview entre autres de Karine Lacombe qui accusait le docteur Pelou d'être un prédateur sexuel, pour que les journalistes s'emparent du sujet et que le gouvernement réagisse. Frédéric Valletoux a convoqué des réunions, des états généraux pour que cessent les violences sexuelles et sexistes. C'est bravo à la presse, bravo à cette journaliste, mais je trouve ça un peu quand même étonnant. C'est un peu comme, pardon de le comparer à la 13, on pouvait pas s'en occuper avant ? Une réaction ? Non, parce qu'en fait, je pense que je vous disais, c'est des gestions de crise permanentes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas de concept structurel, regardez par exemple ce qui s'est passé post-Covid sur le Ségur de la santé. On pensait que ça allait être une réforme structurelle de l'hôpital. En réalité, ça s'est borné à faire des chèques pour augmenter les gens. Donc en fait, comme on ne traite pas les problèmes dans le fond, on se contente en permanence d'être arrimé à la réaction à l'information. Oui, là, le communicant... oui, mais comme de crise, effectivement, en fait, il y a tellement de bombes cachées, prêtes à exploser, que grâce, pour le coup, à un travail journalistique, et bravo, on fait émerger un sujet. Au moins, ce sujet-là, on se met à le traiter, à défaut d'en traiter d'autres qui restent sous la couverture. Ouais. On se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pour l'instant, nous sommes d'accord. On va débattre et commenter l'actualité avec Mathieu Baccialone, communicant, président de M2B Conseil. Jonas Haddad, vous êtes avocat. Frédéric Fougera, vous êtes communicant. Vous avez été directeur de la communication de plusieurs entreprises, président de Tenkan Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur. Et vous publiez Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Et Benjamin Cauchy est avec nous également, chef d'entreprise. Vous êtes en Occitanie, à distance avec nous. Alors, Frédéric, vous, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, oui, pour ne pas changer. Moi, je vais parler de Normandie. Ouais. C'est le jour, on a un invité normand et puis on a parlé des utilisateurs de la 13. Un coup de cœur pour les équipes de Matignon, en fait, qui, pour un déplacement du Premier ministre samedi, ont fait le choix
de la région Normandie, de la Manche, du Cotentin et plus particulièrement du canton de Créance. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'est celui qui est donné à une des meilleures carottes françaises, la carotte de Créance qui pousse dans le sable notamment, et elle bénéficie même d'une appellation contrôlée depuis 1960. Le Premier ministre qui s'est d'abord rendu dans la commune de Pirou, 1500 habitants, pour la foire au Bulot, s'est ensuite rendu à quelques kilomètres à Bretteville-sur-Haye, 500 habitants. Je ne pense pas que ce soit la ville dont nous parlions le plus souvent sur les antennes radio. Bretteville-sur-Haye, c'est une commune rurale et littorale. Alors moi, elle me parle parce que c'est là qu'adolescent, j'ai appris à traire les vaches et à conduire le tracteur du fermier Sylvain, dont le papa était handicapé et qui avait dû reprendre la ferme familiale. J'y salue. Ça, touché. Ça m'a particulièrement touché. Et Bretteville-sur-Haye, c'est aussi une des communes touchées en novembre dernier par la tempête Cyriane, et puis ensuite par de fortes inondations. Donc il y en a qui accumulent. Et ben cette visite du Premier ministre, elle a permis de mettre à l'honneur des maraîchers qui ont tout perdu, mais qui se relèvent. Des maraîchers qui sont exemplaires, qui proposent des produits de très grande qualité, en l'occurrence bio, mais c'est pas pour ça qu'ils sont de qualité, mais en plus, qui assurent la vente en local, donc sur des périmètres assez restreints de leur production, notamment en libre service sur leur propre exploitation, avec des armoires dans lesquelles vous pouvez, distributeurs dans lesquels vous pouvez aller chercher votre salade pour 1 euro ou quelques tomates. Voilà, c'est quand même des gens incroyables qu'il est sympa parfois de pouvoir mettre en lumière. Donc voilà, un coup de cœur pour cette France du travail, du courage, cette France positive. Voilà, qui n'est jamais sous le feu des projecteurs et à laquelle une visite gouvernementale donne parfois un peu de visibilité. C'est de la com, mais c'est de la bonne com et ça fait du bien. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler. Mais c'est pour ça que j'en parle. Bah oui, justement. C'est pour ça que j'en parle et il faut en parler. Mais non, et localement, ça a fait beaucoup de bien. Jonas, vous validez ? J'espère. Bah, évidemment que je valide. Je ne sais pas si c'est à l'approche d'élections européennes particulières qu'on revoit ce genre de déplacement, mais je le valide. Voilà, moi je trouve ça très bien et tout ce qui met en valeur la Normandie, vous me trouverez à vos côtés. Pensez aux carottes de Créance quand vous allez faire vos courses. Elles sont délicieuses. Benjamin Cauchy, c'est un coup de gueule. Oui, alors je ne parlerai pas de carottes de Créance ou de fêtes de Bulot. J'ai plutôt envie de vous parler de Bruno Le Maire et de l'interview qu'il a donnée hier sur LCI auprès de Darius Rochebain. Toujours des bonnes interviews avec ce journaliste. Et là, pour le coup, j'ai été assez surpris de ce qu'a pu dire Bruno Le Maire, qui a estimé que le RN avait une politique économique communiste et que ceux qui avaient la tentation de rejoindre le Rassemblement national ou en tout cas de s'inspirer de ces idées dites populistes, faisaient preuve de capitulation spirituelle. Alors là, je trouve qu'on avait atteint hier soir le Saint Graal. J'ai trouvé que les propos de Bruno Le Maire étaient mensongers et caricaturaux. Mensongers parce que j'ai beau lire le programme, comme j'ai lu le programme de tous les candidats, je n'ai pas lu spécifiquement d'allusions communistes, de négation de la propriété privée ou de la liberté d'entreprendre dans le programme du Rassemblement national. Donc on est dans un mensonge, on est dans une caricature d'autant plus inadmissible qu'aujourd'hui, le co-responsable d'une dette de 3100 milliards, c'est quand même Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis près de 8 ans. C'est quand même le ministre de l'économie qui a été capable d'endetter le pays en obligeant des gens à être payés en étant enfermés chez eux. Donc je ne sais pas qui est véritablement communiste dans l'histoire. Je ne pousserai pas plus loin moi-même la caricature. Et puis en parallèle de cela, je serais tenté de dire à Bruno Le Maire qu'il confond communisme et souverainisme. Parce que pour moi aujourd'hui, le vrai communisme, c'est le fédéralisme d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, qui, dans le discours de la Sorbonne de jeudi dernier, parle allègrement de fonds propres européens, de recettes européennes, de mutualisation européenne. On sent bien que aujourd'hui, le pouvoir économique se dirige vers l'Union européenne au détriment des nations. Donc, il est en train d'accuser son plus grand opposant, celui du Rassemblement national, à des mots finalement que lui-même utilise. Donc je trouvais ça assez intellectuellement catastrophique. Limite. Voilà. Ouais. Oui, mais complètement limite. C'est quand même l'homme qui, en juillet 2022, nous disait que nous avions atteint le pic de l'inflation. C'est quand même l'homme qui nous a dit en mai 2022 que nous allions mettre à mal l'économie russe. Enfin bref, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il se trompe. Donc j'espère que là...
Ouais. Je vous laisse parler. Franchement, c'est un coup de gueule parce qu'il m'a énervé. Quand on a une position politique depuis 8 ans à la tête du ministère des Économies et de se répandre en littérature, en conférence pour se tenter de se mettre en avant pour les élections présidentielles avec un bilan aussi catastrophique, je trouve qu'il faut utiliser des arguments beaucoup plus pertinents pour aller bousculer un leader, un opposant qui est dans les 30% dans les sondages. Je trouve ça très pauvre. Très pauvre. Mathieu, alors, à mon avis, c'est du calcul politique. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a une élection européenne dans quelques semaines, que le Rassemblement national caracole en tête, et que la majorité a du mal toujours à se saisir de cet adversaire qui est à la fois son meilleur ennemi, qui a été installé ce duel depuis 2017. On a remarqué que depuis plusieurs années, la critique qui était celle, on va dire, des années 80 par rapport au Front National Jean-Mariste, comme dirait notre ami Frédéric Dabi, ne fonctionne plus. On a vu dans les dernières enquêtes d'opinion, notamment segmentées, que il y a un nouvel électorat qui est séduit par les thèses du Rassemblement national, et qui est un nouvel électorat, notamment un électorat venu de la droite traditionnelle, de CSP+, et de cadres. Et donc Bruno Le Maire a besoin d'effrayer ses potentiels électeurs. Et l'argument, c'est de dire ne votez pas pour eux, puisque ce sont des ennemis de l'économie de marché, ce sont des communistes. Suffit pas. Mais moi, je me dis qu'ils n'ont pas énormément d'autres possibilités, d'autres positionnements possibles dans cette campagne pour aller chercher un candidat qui est 14 voire 15 points au-dessus de leur candidate. Ouais. Alors, allez-y, Jonas. Moi, je vais vous étonner, mais je trouve que cet argument, alors le terme de communisme est peut-être un petit peu fort. En revanche, il y a de la réalité dans le fait que le RN est une politique économique de gauche. D'abord, Marine Le Pen ne s'en cache pas. C'est-à-dire que lorsqu'on lui a posé la question de savoir si elle était de droite ou de gauche, notamment d'un point de vue économique, elle a dit qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Mais en réalité, quand vous regardez les votes du Rassemblement national, parce que il y a les déclarations d'amour et puis il y a les preuves d'amour, le RN vote comme la gauche. Je rappelle à toutes fins utiles quand même que le RN a participé, en tout cas voulait participer à des manifestations contre la réforme des retraites pour garder l'âge de la retraite à 60 ans. Or, la retraite à 60 ans, c'est ce qui pèse le plus sur nos finances publiques. Je rappelle également que M. Tanguy, qui est le monsieur économie du RN, a proposé la semaine dernière d'augmenter les impôts. Donc ça, sauf à ce qu'on m'explique que c'est de droite, il va falloir m'expliquer comment. Et je rappelle enfin, dernier point, un sujet qui est pour moi tout sauf de l'ordre du symbole, c'est que lorsqu'il y a eu la demande de la part du gouvernement de lier le RSA avec du travail, c'est-à-dire en gros de dire on vous donne le RSA, mais en contrepartie vous donnez quelques heures de travail pour l'intérêt général, le Rassemblement national qui veut garder un électorat qui pour lui est au RSA, etc., a voté contre parce qu'il considère que les gens doivent toucher le RSA sans qu'on leur demande de travailler à côté. Donc par ces trois arguments-là, ma question c'est pas Bruno Le Maire ou pas, c'est que j'essaye de démontrer que effectivement, le Rassemblement national, notamment avec M. Tanguy et avec Mme Le Pen, oui, c'est vrai, ils ont un programme économique de gauche. Alors, ça fait réagir les auditeurs. Oui, vous, votre réaction J'avais envie de faire une mauvaise blague, mais bon, c'est peut-être pas au goût du jour. J'avais envie de dire Frédéric Fougerat, oui. Quand Bruno Le Maire parle de la politique économique du Rassemblement national, il le légitime en disant qu'il a une politique économique. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de politique économique, il y a une politique de proposition populaire. Dites-moi ce qui vous plairait et moi, je vous dirai ce que je vous propose. Mais ça me semble être ça, la politique économique du Rassemblement national. Oui, mais aujourd'hui, je pense que les Français... Oui, je pense que les Français, vous avez en partie raison, monsieur, mais je pense que les Français, aujourd'hui, ne construisent plus leur vote vis-à-vis de nouveaux projets de dépenses, mais de ceux qui seront capables d'aligner une ligne de dépenses réduite. Voilà, c'est celui qui va faire en sorte que la dette soit la moins importante possible en 2027. Donc, il y aura, comment dirais-je, une réalité qui s'imposera à tous les candidats. Donc, je ne suis pas convaincu que c'est par le biais économique que la majorité présidentielle arrivera à déstabiliser le
le Rassemblement national. Au point où nous en sommes, avec 3100 milliards de dettes, quand on voit que Bruno Le Maire s'enorgueillit d'avoir économisé 20 milliards sur 1600 milliards de dettes. Je peux effectivement entendre les arguments de Jonas Haddad sur certains volets sociaux du Rassemblement national et je les partage. Pour moi, la retraite à 60 ans est une illusion. Je pense qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Et je pense qu'en revanche, il faut limiter l'aide sociale aux nationaux. Ça, pour le coup, c'est un point commun avec certains partis. Mais je crois qu'il faut faire des arbitrages et des choix. Mais ces arbitrages et ces choix s'imposeront quel que soit le futur président de la République. Nous sommes pris à la gorge, même si les agences de notation ne nous ont pas encore mis dégradé. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de la GPA avec vous, Mathieu Bachelone. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec évidemment, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Sciences Po, la manière dont le gouvernement et la ministre de l'Enseignement supérieur a réagi également et dont Sciences Po a réagi. Mais Mathieu Bachelone, vous aviez un coup de gueule. Tout à fait, un coup de gueule sur la gestation pour autrui et la façon dont est traitée cette question aujourd'hui dans le débat depuis plusieurs jours. C'est un sujet extrêmement... Alors en préambule, je tiens quand même à préciser et à rappeler que la gestation pour autrui est interdite par la loi française, que le Parlement européen a pris une résolution la semaine dernière à l'écrasante majorité pour classer la GPA comme une pratique contraire... traite humaine, hein, c'est les mots qui ont été employés. Traite humaine. Alors, le sujet, c'est que, bien évidemment, on va avoir plein de témoignages individuels, éminemment respectables, de situations dramatiques, de personnes qui ont eu recours à la GPA. Mais je pense qu'il est utile de rappeler que lorsqu'on est un responsable politique... lorsque on veut aborder des sujets tels de cette nature, on ne légifère pas pour des cas particuliers. On légifère pour le général. Et ce qui m'énerve particulièrement, c'est que lorsque des voix s'élèvent pour rappeler que oui, la GPA telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est une transaction commerciale, qu'elle fait appel à des femmes précarisées, de pays du tiers-monde qui louent leur ventre pour que des Occidentaux puissent assouvir leurs besoins, leurs désirs d'enfant. Lorsqu'on rappelle ça, immédiatement, c'est le point Godwin avec l'accusation d'homophobie, de fachosphère. Et je trouve que c'est intolérable qu'un débat aussi compliqué, aussi complexe, avec tout de même une thématique... qui est celle du respect de l'intégrité physique et du respect du corps de la femme et du respect de populations fragilisées, puisse être balayé d'un revers de la main parce que on a 2-3 interviews de personnalités publiques et de personnalités du showbiz qui vont expliquer que ça a été merveilleux et que ça s'est très bien passé. Je pense que le débat ne peut pas se réduire à ça. Alors, il faut savoir que la majorité des GPA sont... faites par des couples hétérosexuels. Je crois qu'il n'y a que 20% de couples homosexuels. C'est réduire cela à une question d'homosexualité, c'est aborder le débat de manière totalement biaisée, totalement fausse. Parce que ça concerne effectivement des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut pas effectivement discuter sereinement de ce... On ne peut pas discuter sereinement, et moi qui viens de la gauche et qui suis attaché à certaines valeurs, je ne comprends pas qu'une partie de ma famille politique ne voit pas dans cette pratique une aliénation au même titre que l'exploitation des travailleurs et l'exploitation de travailleurs précarisés. Je ne comprends pas comment on peut légitimer cette pratique aujourd'hui contractuelle et consumériste et commerciale qui est de l'exploitation pure et simple des personnes les plus fragiles sur cette planète. Jonas Haddad. Comment ont réagi d'ailleurs les politiques depuis ce week-end Moi, je donnerais la palme de la réaction la plus hypocrite à Glucksmann, qui a dit qu'il était pour la GPA, sauf si elle était commerciale. Donc il faudra m'expliquer qui, volontairement, va dire tiens, vas-y, je te loue mon corps là. Même pas je te le loue, je te le donne gratuitement.
Donc là, pour le coup, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Soit on est pour, soit on est contre. La loi a tranché aujourd'hui du fait que d'être contre. Deuxièmement, j'aimerais citer quelqu'un qui fait partie, comme vous l'avez dit, de la fachosphère, de l'extrême droite homophobe. Elle s'appelle Gisèle Halimi. Et qui en 1983 et jusqu'à son décès tenait une position qui était claire, c'est de dire que la marchandisation du corps des femmes par la GPA est une régression. Maintenant, après, effectivement, il y a un débat qui s'ouvre, et comme sur plein de débats de société, j'aime pas qu'on jette l'anathème. Et j'ai vu des gens dire je vous interdis ou je vous mets en voilà. On peut débattre de ce sujet-là. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais s'il vous plaît, stop à l'hypocrisie. Voilà, je vous dis, Glucksmann qui dit je suis pour la GPA sauf quand elle est commerciale, on sent bien que là, ça navigue à vue. C'est dur en même temps. Quant au gouvernement, il faudrait savoir, soit ils sont au gouvernement et donc dans ce cas-là, ils changent la loi. D'accord ? Donc quand je vois Prisca Thévenot et Sarah El Haïry dire qu'elles sont pour, ok, mais dans ce cas-là, changer la loi. Soit elles s'abstiennent. Et parfois, c'est pas plus mal de rien dire. Jonas a raison, c'est la position de la majorité est assez fluctuante. C'est un peu en même temps, comme sur pas mal de sujets. Emmanuel Macron avait dit non. Alors, quelle est la position aujourd'hui de la majorité Renaissance, Horizon et Modem ? Est-ce la position du président de la République, comme vous dites, Valérie, qui a réaffirmé, réaffirme à chaque fois son opposition à titre personnel et pas que personnel à la GPA, ou est-ce que la position de Monsieur Beaune, de Madame El Haïry, de Madame Thévenot est la position officielle ? Je pense que voilà, une fois de plus, on a un peu un grand flou artistique sur ces questions sociétales sur lesquelles la majorité n'est pas toujours à l'aise. Oui. Pour vous, Frédéric Fugera ? Moi, ça me pose en réalité aucun problème de voir qu'on puisse avoir des avis partagés au sein d'une formation, d'une majorité, d'un parti politique. C'est plutôt l'inverse, en principe, qui m'inquiète. C'est des gens qui défendent très durement une position qui n'est pas la leur, et surtout sur des sujets de société comme ceci. On l'a vu dans le passé, je trouve ça assez infect de voir des gens qui peuvent mettre beaucoup d'énergie pour aller contre leurs propres idées au motif de servir l'étiquette politique d'une boutique. Mais on l'a dit, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jonas notamment, c'est une question très complexe, c'est une question personnelle. Je suis même pas très à l'aise de parler du corps de la femme et de ce qu'on doit en faire, puisque ce n'est pas le mien. Donc voilà, sujet très... Et autre sujet compliqué pour le politique, c'est aussi quelque part un certain manque de pragmatisme, c'est qu'on prend des positions, mais en fait on prend des positions sans grande vision, sans prospective, alors qu'une situation existe et on fait comme si elle n'existait pas, et on essaye de bricoler. Les choses ont un peu évolué. Mais on essaye toujours un peu de bricoler autour de la chose, mais en même temps, la situation existe, donc voilà. Mais ça ne dit pas que c'est facile de prendre des décisions, et je vous dis certainement pas laquelle je prendrais si j'étais en responsabilité. Mais les situations existent, et sur beaucoup de sujets, essentiellement de société d'ailleurs, toujours les plus complexes, on fait comme si ça n'existait pas pour ne pas prendre en considération le fait que ça existe et s'engager. Benjamin Cauchy. Oui, moi je suis foncièrement opposé par principe, j'ai même envie de dire philosophique à la GPA, parce que comme l'a souligné Monsieur Haddad, effectivement c'est une régression pour moi que la femme se retrouve telle une marchandise qui serait là pour produire un enfant, pour satisfaire un besoin et un désir de famille. Il y a tant d'enfants à adopter que je m'y refuse philosophiquement. Ce qui me gêne également dans cette histoire, c'est le fait qu'on jette en pâture des personnalités qui ont fait des choix différents, et pour en avoir parlé avec Christophe Beaugrand, mais depuis plusieurs années, avoir lu son ouvrage il y a 3 ans sur son choix de vie, nos avis divergent sur le sujet, mais l'important est d'avoir toujours cette dignité dans les débats par rapport à ça. Et enfin un point, moi j'ai envie de dire que le président de la République et sa majorité ont des positions de circonstance sur ces sujets. Nous approchons des européennes, il va falloir faire des clins d'œil au centre-gauche, et rien de mieux que de reparler de la GPA, rien de mieux que de parler de la fin de vie, de l'euthanasie, pour essayer de raviver la flamme du centre-gauche de la Macronie. Voilà, c'est un peu cynique, mais il faut aussi en tenir compte. Ça ne vise que les femmes pauvres, me dit un éditeur, ont-elles les moyens d'une bonne défense ? Alors, aux États-Unis, il semblerait que ce soit un peu différent, qu'il y ait des contrôles assez stricts qui sont faits, que ce sont des femmes souvent qui ont déjà eu des enfants. Enfin bon, mais c'est un
sujet éminemment complexe. Moi, j'ai été intéressée par l'interview du professeur Friedman, le père du bébé éprouvette, qui expliquait l'attachement, en fait, le lien qu'il y a entre une femme qui porte un enfant et cet enfant qui se développe dans ce corps. Donc, sujet compliqué, mais là où vous avez raison, c'est que c'est un sujet dont on peut difficilement discuter sans et ce que disait aussi Frédéric Fougera, sans se prendre des accusations d'homophobie. Pour refermer la focale et réagir sur ce que disait Benjamin, si le centre-gauche aujourd'hui n'a plus comme projet politique que de mettre en avant la GPA, c'est assez dramatique pour le centre-gauche en France. C'est vrai on me rappelle que c'est Marion Maréchal qui a mis le sujet sur la table malgré tout. C'est qu'à la naissance de l'enfant du couturier, enfin des 2 enfants du couturier Jacques Mus, elle a tweeté « Mais où est la maman ?» Mais sur la forme, ceci dit, pour revenir à ce qui a été dit, là on peut être plus que réservé sur la façon dont elle amène le débat. Il y a quand même une vraie violence, là pour le coup je suis d'accord, sur la manière de jeter l'anathème ou d'interpeller comme ça devant des millions de personnes sur les réseaux sociaux. La façon d'amener le sujet, je suis d'accord, là pour le coup est tout sauf apaisée, constructive. Non, c'était pas une bannière. Effectivement, c'est elle qui a relancé ce débat, et avec toutes les insultes dont sont victimes aujourd'hui les gens qui ont eu recours à la SGPA et qui s'expriment publiquement. On va marquer une petite pause et on va parler de Sciences Po. Sciences Po, la mobilisation étudiante. Je vais mettre des guillemets à étudiante. Vous étiez sur place, Jonas Haddad. Vous allez nous dire ce que vous avez vu, la manière dont la direction de Sciences Po a réagi en disant qu'il n'y aurait pas de poursuite contre ces étudiants, et la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'en félicite. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vendredi, vous avez certainement vu, si vous suivez l'actualité, ces images de la rue Saint-Guillaume, la rue où se trouve le siège de Sciences Po Paris, occupée par des manifestants, par des étudiants. Était-ce des étudiants qui étaient là et qui manifestaient avec le drapeau palestinien, les mains rouges de sang qui faisaient référence pour eux au massacre à Gaza, alors que c'était une autre connotation. Vous êtes allé sur place, vous étiez l'un des rares. Alors il y avait toute la France insoumise, une grande partie de la France insoumise qui était là-bas. Éric Coquerel, Thomas Porte, on a vu aussi Aymeric Caron. Qu'est-ce que vous avez vu, Jonas Haddad? Vous y êtes allé pourquoi, vous, sur place? Alors, figurez-vous que vendredi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut aller sur place. Je sais parce que ces images me révoltaient. Et on était, avec quelques amis, les seules personnes à s'opposer à la ligne des Insoumis. On était les seuls élus à y être allés. Je vous laisse imaginer la tête d'Éric Coquerel quand il nous a vu débarquer, notamment avec nos écharpes. Et nous, on a dit... Juste après le communiqué, nous y sommes allés juste après le communiqué de la part de Sciences Po, de la direction de Sciences Po, pour dire qu'il était scandaleux que la direction de Sciences Po se couche. Car la direction de Sciences Po s'est couchée. La direction de Sciences Po a dit notamment qu'elle envisageait d'analyser le fait que potentiellement il pourrait stopper les partenariats avec les universités israéliennes. La direction de Sciences Po a dit qu'elle ne mettrait aucune sanction vis-à-vis des gens, même des gens qui sont de l'intérieur ou des gens de l'extérieur qui sont venus bloquer. Et ce qu'on a vu, je vais vous le dire, c'est quelques dizaines seulement d'étudiants de Sciences Po qui étaient là pour bloquer leur propre établissement, mais en réalité, beaucoup des dizaines d'intervenants extérieurs de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, donc à la fois des gens de LFI, mais aussi des mouvements proches, notamment des blogueurs islamistes, qui sont venus pour pavoiser Sciences Po aux couleurs du drapeau palestinien, puisque en fait il y avait un énorme... L'image était incroyable, il y avait un immense drapeau palestinien sur Sciences Po. Mais je veux que les auditeurs comprennent une chose. Sciences Po, c'est pas n'importe quelle école. Sciences Po, c'est l'école qui aujourd'hui forme les gens qui demain seront dans les préfectures, seront dans les journaux, seront à la tête de ministères. Et donc vous avez aujourd'hui une école qui est en faillite totale. Et c'est la raison pour laquelle, dès vendredi, et j'ai été le premier à le faire et je m'en félicite parce que je pense qu'il fallait le faire, j'ai demandé, et la ministre de l'Enseignement supérieur ne nous a toujours pas répondu là-dessus, la mise sous tutelle de cet établissement. Il n'est pas normal qu'un établissement qui est censé former l'élite politique de la nation soit aujourd'hui accaparé par des gens dont vous l'avez très justement rappelé, des manifestants qui
qui prennent un drapeau étranger d'ailleurs. D'abord, vous imaginez n'importe quel autre drapeau étranger pour pavoiser l'école de la politique. Et deuxièmement, qui en plus défilent avec les mains rouges. Et pour que les auditeurs aient bien l'image, c'est très simple. La référence, c'est celle d'un lynchage de plusieurs Israéliens qui ont été récupérés par des Palestiniens dans le territoire de l'autorité palestinienne. Et à l'époque, les Palestiniens, forts d'avoir lynché ces Israéliens, sont sortis avec les mains rouges. Et c'est devenu un symbole de ceux qui veulent s'engager pour les Palestiniens. Et donc, en fait, c'est l'image d'un lynchage. On est où, là ? Quand est-ce qu'on va se réveiller ? Et comme l'avait justement dit, là, pour le coup, Gabriel Attal, le poisson pourri par la tête. Mais Madame Retailleau, la ministre, elle dit « les lignes rouges ont été franchies ». Très bien. Vous êtes communicants tous les deux. Quand les lignes rouges ont été franchies, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une décision. Quelle est la décision depuis ? Rien du tout. Donc moi, je redis à Madame Retailleau, prenez votre courage à deux mains et mettez sous tutelle cet établissement qui est devenu une catastrophe. Alors, elle fait du en même temps, parce qu'elle a félicité la direction de Sciences Po de ces mesures donc de suspension des procédures disciplinaires. Et en même temps, elle dit il n'est pas question de lever ou d'amoindrir ou d'enlever soit les sanctions pour antisémitisme, soit les procédures sur ce sujet. Donc, elle noie un peu le poisson. Il y a effectivement une enquête qui va être faite pour ce qui s'est passé en mars. Mais là, dans la rue, on peut pas dire je félicite le patron de Sciences Po. Enfin, quand on dis ce qui s'est passé en mars, pardon. Oui. Excusez-moi, Frédéric, en mars, dans un amphithéâtre, s'est tenu un meeting. Il n'y a pas d'autres mots de soutien à Gaza, à la Palestine, et dans lequel une étudiante juive a été empêchée de rentrer. Donc, on est dans cette situation, Frédéric Fougerat. Et moi, je vois pas matière à féliciter Sciences Po. Je pense que Sciences Po a commis au moins une faute, c'est de se laisser déborder par des politiciens venus créer l'incident d'une part, et laisser, comme ça a été dit, des agents, en tout cas des personnes extérieures aux étudiants de Sciences Po, venir se présenter et parler au nom de Sciences Po. Il y avait combien réellement d'étudiants de Sciences Po sur les 200 personnes annoncées? J'avais pas le sentiment qu'il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de politiciens, il y avait beaucoup d'élus, il y avait beaucoup de gens qui venaient faire leur propagande. On parlait tout à l'heure de campagne électorale. On est bien dans une situation de campagne électorale où on vient importer un conflit du Moyen-Orient pour en faire un enjeu de politique nationale. Mais enfin, tout ça est absurde. Il y a rien à voir là-dedans, quoi. Et puis on a aussi affaire. Alors c'est peut-être le propre d'une certaine jeunesse, mais une jeunesse favorisée, voilà, qui culpabilise de ne pas suffisamment souffrir, qui vient se chercher des causes, mais des causes dans lesquelles elle est très manipulée, quoi. Non, oui, un auditeur me dit on attaque les étudiants sur la forme tout en évitant soigneusement le fond. Non, le problème est bien le fond, justement, et cette mobilisation et la façon dont est exprimé ce soutien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette mobilisation vient à la base des facs américaines, ou de campus américains, et que moi, ça m'étonne pas que Sciences Po soit le réceptacle français de ce type de mobilisation. Si on fait un tout petit peu d'histoire de cette école, il y a quelqu'un qui a marqué cette école qui s'appelle Richard Descoings, qui a changé totalement d'orientation, qui a totalement changé la philosophie et l'orientation de cette école dans le courant des années 2000 pour en faire une école. Alors vous mettez tous les qualificatifs à la mode, inclusive. Ouverte sur le monde, voilà, tout ce qui était les savoirs classiques était considéré comme ringard, avec une vision très américano-centrée. Il y a eu ensuite plusieurs directeurs qui se sont succédés, qui sont partis dans des conditions individuelles, mais ça, pour des questions chacun, mais il y a eu un problème de gouvernance dans cette école depuis plusieurs années, et une perméabilité assez forte aux thèses, on les appelle, comme on veut, islamo-gauchistes, woke, mais enfin en réalité, Sciences Po aujourd'hui est un chaudron assez propice à ce terme. Mais je suis pas sûr que. Mais est-ce que c'est la majorité? C'est la question. Là, on parlait de 200 personnes. Sur les 200 personnes, vous me disiez, Jonas, qu'une information parlerait de 40 réels étudiants de Sciences Po. C'est encore une fois une minorité qui est en train de bloquer une majorité. Oui et non d'un autre côté. Pardon, parce que quelques jours avant, Jean-Luc Mélenchon, alors que, pour le coup, on n'imagine pas d'autres partis politiques, était accueilli comme une star à Sciences Po. Et des sondages internes à Sciences Po, puisqu'il y a un sondage interne, en fait, il y a une élection au sein des étudiants, où on pose la question à chaque fois, pour qui voterez-vous à la présidentielle? C'était d'une façon écrasante Jean-Luc Mélenchon qui était mis en avant. D'ailleurs, faut pas s'étonner, parce que vous parliez des réformes qu'a subi l'institution. L'institution a subi notamment la suppression du concours de la culture générale pour être remplacé à la fois par des quotas
et aussi par un oral. Et donc en fait, vous avez évidemment une sociologie à Sciences Po qui a évolué. Ce n'est plus, c'est plus ce que je dis, c'est peu importe d'ailleurs votre milieu social, c'est plus l'élite de la nation dans le sens où il y a des gens qui bossent, peu importe leur origine sociale, etc. On le fait sur la base de quotas à l'américaine pour valoriser tel ou tel type de population. Et donc on arrive avec des endroits dans lesquels on a une fac qui est totalement empreinte des thèses indigènes, quoi. Alors, je vous ai coupé, je vous ai interrompu. Alors, la question de la majorité ou de la minorité, ça, j'en sais rien. En réalité, on sait toujours qu'il faut, dans quels que soient les soulèvements, toujours une minorité active, à Sciences Po ou ailleurs. Non, ce qui est assez révélateur, c'est l'absence de réaction de la direction. Alors oui, il y a un administrateur provisoire, Monsieur Basser, qui j'imagine fait pour le coup ce qu'il peut, parce qu'il a récupéré un dossier vraiment merdique, on va dire. Mais le pas de deux entre la direction de Sciences Po et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est la non-décision et c'est surtout courage Fillon. Et moi, je veux bien qu'on discute. Vous avez parlé d'un protocole d'accord avec. Qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole d'accord? Comment il a été mené? Qui sont les personnes qui ont été les interlocuteurs de la direction? Est-ce que ce sont des gens qui ont été élus au conseil représentatif des élèves, des étudiants? Enfin, là, on est vraiment dans une sorte de flou et on voit que Sciences Po, la direction de Sciences Po, navigue à vue, prise entre d'un côté des années et des années de ce que disait Jonas d'idéologie et de philosophie propice à l'école et une situation explosive qu'elle doit trancher. Oui, alors Benjamin Cauchy. Oui, je voudrais pas que Sciences Po Paris soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a eu également ce qui s'est passé à Reims où le drapeau palestinien était hissé à Sciences Po Reims, me semble-t-il, vendredi ou samedi. Il y a une quinzaine de jours, c'est un étudiant juif qui a été empêché de rentrer à Sciences Po Menton. Donc moi je partage cette idée effectivement de mettre sous tutelle non seulement Sciences Po Paris, mais tous les établissements qui sont en train de laisser dériver finalement, comment dirais-je, le wokisme universitaire qui a été initié par Monsieur Descoings et consorts est en train d'aboutir à un islamisme et un antisémitisme décomplexé. Finalement, les wokistes ont servi de cheval de Troie à ce qui aujourd'hui apparaît comme un conflit qui n'avait pas lieu d'être sur notre sol. Alors, influence wokiste anglo-saxonne américaine d'une part, mais cheval de Troie également d'un antisémitisme exacerbé qui sert pour le coup la cause du Moyen-Orient bien plus que celle de la France, quoi. Donc, moi, ça me rappelle quand même Frédérique Vidal, à l'époque ministre de l'enseignement supérieur, qui pour le coup, elle, avait un petit peu plus de poigne, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pu rester longtemps, et qui avait demandé quand même un droit de regard sur toutes les thèses et sur toutes les dérives wokistes d'une part ou communautaristes d'autre part au sein de l'université. Je crois que s'il y a une mise sous tutelle de Sciences Po à faire, c'est aussi reprendre un petit peu le lead sur toutes les thèses qui peuvent être développées dans les universités. Mais vous avez raison de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Mise sous tutelle, ça veut dire quoi? Parce que les auditeurs me disent, est-ce qu'il faut dissoudre Sciences Po? Sciences Po n'est pas c'est pas une idée qui est à exclure. Regardez, lorsque Emmanuel Macron a dit que l'ENA était un problème, il a trouvé les voies et moyens pour faire en sorte que l'ENA soit remplacée aujourd'hui par une nouvelle institution qui est, j'ai plus le titre exact, parce que ça a été réformé. Cette école Sciences Po, c'est pas de changer le nom qui change. Oui, mais c'est-à-dire que vous pouvez changer la gouvernance. Vous pouvez, d'ailleurs, moi je trouve qu'il n'est plus normal que le gouvernement continue à financer des écoles dans lesquelles se développent des thèses pareilles. Je veux dire, c'était pas. Et d'ailleurs, j'ai vu, vous savez, il y avait Jean-Paul Fitoussi, qui était un économiste plutôt de gauche, qui était très respecté à Sciences Po, dont la fondation participait au financement de Sciences Po, a annoncé par le biais de la fondation et de sa famille qu'ils arrêtaient de participer au financement de Sciences Po parce qu'ils n'y s'y reconnaissaient plus. Et je pense, vous savez, aussi parce que j'ai parlé avec des étudiants de Sciences Po sur le trottoir vendredi, je pense à eux. Parce que aujourd'hui, leur diplôme vaut plus grand chose. Les gens se disent mais d'où viennent ces gens? L'insertion professionnelle, et c'est Pascal Perrineau qui a justement rappelé que c'est aussi une école dont il y a vocation à avoir de l'insertion professionnelle. Alors évidemment, il pourrait être dans la direction de RSE et des choses comme ça, mais diriger l'État avec des gens qui ont des thèses pareilles, c'est compliqué. Moi, je me demande ce que pensent ce matin tous ceux qui étaient dans la rue et qui ont vu hier l'ayatollah Khamenei, donc guide suprême iranien, soutenir, enfin
à se servir de ces images pour dire voyez ce qui se passe dans la rue un peu partout, être soutenu par un mollah qui a condamné, qui met les homosexuels en prison, qui vient de condamner à mort un rappeur. Moi, ce soutien-là me gênerait beaucoup. Alors ce matin, Rima Hassan, je vous conseille d'aller voir la séquence sur les réseaux, donc qui est sur la liste de Manon Aubry, qui d'ailleurs un peu éclipsé de la campagne. Rima Hassan n'a pas pu répondre à Thomas Soto, qui lui a dit mais vous avez vu que l'ayatollah Khamenei vous soutient, et elle a dit je n'ai pas vu alors qu'elle a été taguée des centaines de fois hier soir, donc autant de mauvaise foi laisse un peu pantois, mais moi je vais rester poli, mais ça me ferait mal au cœur d'être soutenu par l'ayatollah Khamenei. Oui. Pour aller dans votre sens, Valérie, je voudrais me permettre de citer Noémie Alioua, que vous recevez régulièrement ici, et qui était une journaliste essayiste qui était justement dans la foule pendant cette manifestation de Sciences Po de façon anonyme. Et elle a écrit, et je trouve que, alors j'aime beaucoup son écriture, mais elle a écrit: il y avait parmi cette foule des filles aux cheveux courts, à peine vêtues, et des hommes qui se tiennent par la main, des spécimens qui se verraient jetés du haut des toits par les islamistes qu'ils défendent dès qu'ils franchiraient la frontière de Gaza. À mon sens, cette manifestation est une illustration de ce que la Boétie appelle la servitude volontaire. Elle dit le désir de soumission de ceux qui n'ont jamais rien connu d'autre que la liberté. Je trouve qu'elle exprime très bien la situation. Oui, non mais tout à fait. Alors, Mathieu, ceci dit, pas pour relativiser la situation, mais il y a quand même, si vous regardez dans l'histoire, une fascination des élites françaises, notamment universitaires, pour les régimes les plus totalitaires. Rappelez-vous, dans les années 70, le post-68, les étudiants étaient maoïstes, ont glorifié certains régimes sanguinaires. Il valait mieux être... Michel Foucault, Jean-Paul Sartre ont quand même eu des amitiés assez douteuses. Pol Pot a fait ses études, je rappelle, à l'ENS, à l'École normale supérieure rue d'Ulm. Donc il y a quand même une tradition que c'est pas pour glorifier, mais il y a une tradition de fascination pour les régimes totalitaires de la part de certaines élites dans ce pays, notamment d'élites universitaires. Mais il y a une petite différence avec aujourd'hui, c'est que vous avez raison, et d'ailleurs c'est toujours du côté de la gauche que ça se situe, c'est cette fascination pour les régimes autoritaires de gauche. Il n'y a pas de fascination pour les régimes autoritaires de droite dans la politique française. Mais il y a une particularité qui est nouvelle aujourd'hui, c'est effectivement cette forme de schizophrénie de personnes qui peuvent totalement défendre un matin les droits des LGBT et le soir même défendre le droit de régimes les plus islamistes possibles. Il y a des images qui tournent d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui l'expriment de façon assez caricaturale, mais c'est ce qu'on appelle les chicken for KFC. C'est la dinde qui a hâte d'arriver à Noël pour être dépecée. Enfin, on est dans une forme de schizophrénie. Et deuxièmement, ce qu'on voit aussi, du masochisme, absolument, de l'ethnomasochisme, je pourrais même dire, mais ce qui est très singulier aussi dans ces mobilisations, c'est qu'on voit bien que contrairement à ce que vous dites, vous dites ça me ferait mal au cœur d'être soutenu par Khomeini, mais ça ne leur fait absolument pas mal au cœur. Je rappelle quand même que Madame Rima Hassan a dit 3 choses qui pour moi sont des totems de sa pensée si ridicule. D'abord, elle dit que le Hamas a commis des actes de résistance en violant les femmes israéliennes. Elle le dit dans une vidéo qui a été supprimée par le média Le Crayon. Et elle dit également, avant-hier, qu'elle appelle au soulèvement. Au soulèvement contre qui ? À l'insurrection. Au soulèvement contre quoi ? Et enfin, dernier point, Madame Hassan, lorsqu'on lui pose la question « Est-ce que vous êtes pour une solution à 2 États ?», elle répond « Non ». Et elle chante vendredi soir près de Sciences Po, From the River to the Sea, qui équivaut à un appel au génocide. C'est-à-dire qu'en gros, elle veut qu'il n'y ait plus d'Israéliens, elle veut qu'il n'y ait plus de Juifs sur la totalité de cet espace-là. Donc je pense que ça lui fait pas mal du tout, le soutien de Khomeini. Non. Elle bégaye parce qu'elle l'a pas vu, mais en réalité, elle est très contente. Mais bien sûr qu'elle l'a vu. Bien sûr qu'elle l'a vu. Je pense que c'est qu'elle ne peut pas dire qu'elle est très contente de ce soutien. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est antisémitisme. Parce que au fond de tout cela, et c'est un petit peu ce qui est effrayant, évidemment, les gens disent oui, mais c'est les gentils juifs, les méchants palestiniens. Non, il y a un drame absolu en ce moment à Gaza et en Palestine pour les populations. C'est absolument indéniable. On n'est pas du tout dans ce sujet-là. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Carrefour. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Comme d'habitude, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Vous vouliez revenir sur Rima Hassan très rapidement, Frédéric Fougerat? Oui, rapidement, vous l'avez évoqué, Jonas aussi. On a dit qu'elle avait un peu éclipsé la tête de liste Manon Aubry. Oui, elle l'a carrément éclipsé. Enfin, qui connaît le numéro 7 de chacune des autres listes? C'est elle qui est devenue la star mise en avant par Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est vrai que Manon Aubry, elle n'a pas été choisie numéro 1 pour son charisme, mais quand même, ça doit faire mal d'être tête de liste et d'être complètement éclipsée. Rima Hassan, c'est quand même une candidate un peu sortie de nulle part. On la présente comme une réfugiée palestinienne. Apparemment, elle n'aurait jamais mis les pieds en Palestine. Elle est née en Syrie, elle a grandi à Niort. Donc ça serait bien de creuser un peu pour savoir qui est cette personne, qui la finance. D'ailleurs, elle se vante elle-même d'avoir des finances sans limite pour pouvoir mener ses actions. Mais donc, qui la finance? On la voit en Syrie, on la voit en Iran, mais quels sont ses liens avec ces pays? Et en fait, quel est son rôle réel dans cette campagne? Qu'est-ce qu'elle vient apporter à la France? En quoi elle va servir les électeurs de LFI? Quels bénéfices elle va leur apporter? Et quel va être son vrai rôle au Parlement européen si elle est élue? Il y a beaucoup de questions auxquelles il faudrait pouvoir répondre. Oui, absolument. Mais aussi, il y a une forme de naïveté, mais qui d'ailleurs pas uniquement une naïveté d'extrême gauche. Vous savez que pendant quelque temps, cette personne a été mise en avant comme femme inspirante par le gouvernement français pour un pseudo-observatoire des réfugiés qu'elle avait, qui en fait n'observait rien du tout. Et vous savez, ces gens qui vendent du bullshit, là, moi je dis ça, du bullshit, et en fait qui émerveillent les hauts fonctionnaires de l'administration par leur côté inspirant, et en réalité, elle s'est totalement incrustée dans l'appareil d'État français au départ, qui en faisait une forme d'égérie. C'est comme ça qu'elle a commencé à être repérée par les milieux, il faut le dire, islamo-gauchistes, et qui aujourd'hui se dévoie ça, et elle-même, elle met en avant ces vidéos dans lesquelles, avec la Marianne de la République, on la voyait expliquer tout ce qu'elle faisait pour les réfugiés. Elle n'a jamais rien fait. Non, la seule chose qu'elle fait là, c'est que la politique de la haine qui est importée, objectivement, enfin, on peut le voir, voilà. Et enfin, dernier point, moi j'avais un auditeur qui m'a fait une remarque suite à ma venue à Sciences Po en me disant « Mais je comprends pas, et qu'est-ce qui vous gêne par rapport à ça ?» Ben, je vais vous le dire. Moi, ce qui me gêne, et vous l'avez très justement dit, c'est que qu'on parle de ce conflit, c'est normal et c'est sain. Parce qu'il y a la plus grande communauté musulmane en Europe qui est en France, et il y a la plus grande communauté juive qui est en Europe. Donc il faut qu'on en parle, parce qu'il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, notamment quand il y a des ressentiments. Mais on ne fait pas campagne aux européennes avec un drapeau étranger. Non. Ben, je veux dire, vous allez m'expliquer qui fait campagne avec un drapeau israélien aux européennes? Ou non, mais aucun. Ou américain, chinois. Ou américain ou chinois. Donc à un moment, il faut arrêter, il faut qu'on refasse de la politique française, et que cette dame, elle appelle elle-même à ce que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Moi, j'appelle aussi à ce que les gens s'inscrivent sur les listes électorales pour qu'ils fassent en sorte, parce qu'il y en a de moins en moins qui disent « Oh, les européennes, c'est pas important », qu'ils fassent en sorte de faire battre ces ennemis de la France. Oui. Mathieu, stratégie électorale de la France Insoumise, épisode numéro 20-30. On en a déjà parlé ici plein de fois à cette antenne. On a vu quand même les mutations progressives de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à arriver à cette situation-là. Rima Hassan n'a pas été placée là par hasard. Elle est là dans une stratégie de clientélisme et de communautarisation du vote. Mais là, vous savez, c'est la fameuse théorie de dire Jean-Luc Mélenchon a raté par 2 fois le second tour, il est obsédé par ça, et il est persuadé qu'il y a un électorat caché, enfin du moins une réserve de voix qui ne va pas voter, et cette réserve de voix se trouve dans les quartiers. Ce qui d'ailleurs, si on raisonne comme ça, est cette essentialisation des quartiers populaires, en pensant que parce que les personnes sont d'origine immigrée ou sont d'origine musulmane, vont forcément adhérer à ces thèses. Voilà, c'est essentialiser, et c'est avoir une vision bien peu universaliste. Jean-Luc Mélenchon a a priori oublié tout ce qu'il avait appris et prôné pendant des années. Mais bon, passons. On voit bien que la liste ne parle pas du tout de questions européennes. Pourtant, il pourrait être légitime à parler sur des sujets. Ce que fait d'ailleurs plus Léon Desfontaines, dont on n'entend pas beaucoup parler, qui mène une campagne de terrain assez intéressante sur les questions qui sont légitimes. Questions de souveraineté, questions de politique industrielle, questions de protection sociale. Non, la France Insoumise a complètement abandonné le sujet. Ils font une campagne uniquement sur le sujet de la Palestine depuis des mois. Ils mettent je rappelle sur leur affiche la petite carte d'Israël qui n'est plus Israël pour eux, puisqu'elle est recouverte essentiellement d'un kéfier palestinien, qui donc ça alimente, c'est la même théorie d'un point de vue graphique de From the River to the Sea.
Donc c'est une stratégie politique qui, en plus, à mon sens, attendons de voir, je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul électoral pour la France insoumise. Les mots exacts de Rima Hassan ce matin, c'est « je n'ai pas vu ce tweet, je ne le connais pas », en parlant de l'ayatollah Khamenei, et je ne le suis pas sur les réseaux. Voilà, donc c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle fuit la question, tout comme Jordan Bardella, effectivement, ce que dit un tweet qui a fui les questions des journalistes lors de sa première conférence de presse. Elle fuit la question et elle a aussi elle fuit d'autres questions et elle a énormément épuré ses comptes sociaux pour faire disparaître beaucoup de ses positions, beaucoup de ses rencontres, beaucoup de ses amitiés. C'est étonnant comme elle travaille sa mémoire d'une façon particulière. Benjamin, pardon. Ouais. Oui, à l'image de ce que peuvent faire les étudiants à Sciences Po, je vous parlais du cheval de Troie. Le cheval de Troie, a plusieurs visages. Il y a aussi celui du monde politique, avec la France insoumise aujourd'hui, qui est le cheval de Troie de l'islamisation de notre pays. Et la personne dont vous parlez, dont je n'ai même pas envie de donner le nom, a bien plus qu'un objectif électoraliste, mais qui est un objectif pour moi de destruction de ce qui fait de nous une nation. Voilà. Donc pour moi, ce sont des gens dangereux. Ouais. Vous avez raison de pointer ce qu'a fait Madame Rima Hassan, d'autant qu'elle a d'abord, et ça a été mis en lumière récemment, elle partageait il y a peu de temps les contenus d'Alain Soral. Quand même. Enfin, je veux dire, moi, je les partageais pas il y a une dizaine d'années. Et deuxièmement, sur un certain nombre de militantes, même féministe, universaliste, ou alors je pense notamment à Alice Goldfarb, qui est une influenceuse, mais aussi qui produit du contenu sur le coming out, enfin plein de sujets. Elle leur a mis quasiment des cibles sur la tête, elle leur a fait des véritables campagnes de harcèlement. Donc je pense à elle aujourd'hui parce que c'est des gens qui ont subi ça et qui ont bien subi ce que ça peut être le caractère très vengeur de ce type d'individu. Oui, allez-y. Non, mais c'est plutôt un dernier mot qui est indirectement lié, mais puisqu'on parle quand même d'électoralisme et de campagne européenne, parce qu'il faut quand même pas oublier l'Europe à laquelle nous appartenons. Je voulais juste un coup de cœur de fin le donner au peuple géorgien. Les Géorgiens, ils ont défilé par centaines et centaines de milliers de personnes dans les rues de leur capitale pour dire oui à l'Europe, non à la Russie. Eux, les élections européennes, ça leur dit quelque chose, et ils parlent bien d'Europe parce que c'est bien leur vie, c'est bien leur avenir, alors que nous, on parle d'Europe de façon très différente, voire on n'en parle pas. Merci à tous les quatre, merci à vous, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.